La discipline par autorégulation, chapitre 9. Nous avons exposé des méthodes de discipline ou d'entraînement fondées sur le renforcement ou l'entraînement, qui ont été établies à l'aide d'expériences faites sur des animaux. Nous en venons maintenant à des méthodes d'entraînement qui sont spécifiques aux enfants et ne peuvent être pratiquées sur des chiens, des dauphins ou des perroquets. Ces méthodes ont comme caractéristique commune le renforcement du concept de soi chez l'enfant. Un chien ou un dauphin n'ont pas de concept de soi, tandis que votre enfant, lui, en a un. C'est l'image mentale qu'il a de lui-même. Il réussira en classe comme dans la vie active s'il possède un concept de soi fort et positif. Souvenons-nous que notre but final, quand nous apprenons la discipline à un enfant, est de l'aider à devenir un individu qui se contrôle lui-même et que plus son concept de soi sera puissant, plus il sera capable d'autodiscipline. En tant que parents, que pouvons-nous faire pour l'aider à fortifier son concept de soi et à le faire progresser vers le but que nous visons? Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes. S'appuyer sur l'univers journalier de l'enfant et le contrôler permet de ne pas avoir recours à d'autres méthodes de discipline. Supposons que vous visitiez une maternelle ou un jardin d'enfants et que vous trouviez la classe dépouillée, sans aucun équipement éducatif et récréatif. Pas de cubes, de camions, de voitures, de chariots, de pastels, de peintures, de papier, de pâte à modeler. Rien pour que les enfants puissent jouer. Même chose dans la cour. Rien pour grimper, glisser, pas de gros cubes creux, pas de tricycle, ni de chariot. Si une institutrice essayait vraiment de faire travailler des tout-petits dans un décor aussi nu et aussi peu propice à l'éveil, elle aurait sur les bras de sérieux problèmes de discipline. Jetez un coup d'œil chez vous. Votre maison est-elle de celles où il y a peu de matériel récréatif pour un jeune enfant? Y est-elle encombrée d'objets de grandes personnes auxquels il ne faut pas toucher? Si c'est le cas, vous avez toutes les chances de rencontrer de nombreux et inutiles problèmes de discipline. Mais si au contraire, votre maison et éventuellement votre jardin offrent un univers de choses intéressantes et stimulantes, vous éviterez ces problèmes en contrôlant l'univers journalier de l'enfant. Pensez aux longs trajets en voiture. Je connais des parents pour qui de tels voyages sont des cauchemars, rien que parce qu'ils ne savent pas occuper les enfants au cours de ces voyages. Ils ne pensent pas à emporter des jeux, des surprises à donner quand l'animosité entre frères et sœurs atteint son paroxysme. Ces gens-là ne prévoient pas dans leur parcours d'arrêt dans les bois ou dans des endroits où les enfants peuvent sortir de la voiture et courir pendant un moment. Alors les parents se demandent pourquoi leurs enfants se battent, pleurnichent et rendent le voyage épouvantable. Un peu de contrôle et d'organisation avant le voyage vous évitera d'user votre énergie à essayer de faire régner l'ordre par la discipline. Ce sont ce contrôle et cette organisation de l'univers de l'enfant qui manquent le plus aux parents. Plus vous organiserez un environnement adéquat, moins vous aurez de problèmes. Un contact personnalisé avec chaque enfant favorise le développement du bon concept de soi. En théorie, les parents savent que leurs enfants sont uniques. Mais dans la pratique, ils essaient souvent d'employer les mêmes méthodes de discipline pour tous leurs enfants, comme s'ils étaient tous identiques. Or, il est évident qu'ils ne le sont pas. Chacun provient d'une combinaison différente de gènes. Biologiquement, un de vos enfants est plus dur, un autre un peu plus facile. Même au sein d'une famille, chacun est véritablement élevé dans un univers différent, du fait de sa place ou de son rang d'arrivée. Le premier enfant grandit entouré uniquement d'adultes jusqu'à la naissance du second. Il est celui qui enseigne à ses parents comment on élève un enfant, ce qui explique sans doute pourquoi les enfants qui viennent en psychothérapie sont en grande partie des premiers-nés. Le second enfant en a toujours un autre devant lui, vers qui il peut regarder, un autre plus fort que lui et qui en sait plus parce qu'il est plus âgé. À la naissance du troisième, le deuxième devient l'enfant intermédiaire. Il n'a pas les avantages d'être l'aîné, ni ceux du petit dernier. Il est un peu l'éternel oublié. C'est le troisième qui devient alors le bébé et qui bénéficie des égards dus à son rang. Et ainsi de suite. Peu importe le nombre d'enfants dans une famille, chacun grandit bel et bien dans un milieu ambiant qui n'appartient qu'à lui. La combinaison des gènes ajoutés à la position occupée dans la chronologie familiale signifie que chacun de vos enfants sera différent des autres. C'est pourquoi il vous faut des méthodes d'éducation différentes pour chacun. Un enfant tendu et inquiet
ne pourra être traité comme un enfant détendu et enjoué. Malheureusement, la plupart des parents ne tiennent pas compte de cela. Ils recherchent des méthodes de discipline absolues et universelles, qui puissent convenir à tous les enfants. Or, il est curieux de constater que les seules méthodes universelles qui agissent sur tous les enfants sont des méthodes négatives qui engendrent un concept de soi déficient chez tous les enfants, quelle que soit leur personnalité. Mais, quand nous avons affaire aux méthodes positives qui favorisent le développement d'un bon concept de soi, elles doivent être personnalisées. Cela veut dire que nous devons prendre le temps d'étudier les caractéristiques individuelles et les tendances de chacun de nos enfants, qu'ils soient introvertis ou extravertis, fatalistes et un peu inquiets, ou bien sérieux et introvertis. Donner à l'enfant la liberté d'explorer son milieu et assumer son autodiscipline dès que possible à chaque étape de son développement favorise l'édification d'un concept de soi positif. La première fois qu'il saisit une cuillère et vous montre qu'il veut manger tout seul, laissez-le essayer. Un peu plus ou un peu moins de saleté à cet âge, peu importe, puisqu'il est en train d'apprendre à se discipliner et à se contrôler lui-même. Si vous continuez à le faire manger, vous allez ralentir le développement de son indépendance et de son autodiscipline. Il en est de même pour toutes les autres activités. Dès qu'il pourra s'habiller seul, faire couler son bain ou se laver les dents, laissez-le faire cela tout seul. Ce qui exige bien sûr de la patience, sans aucun doute. Il est beaucoup plus rapide pour nous de faire manger ou de laver un jeune enfant que de le laisser faire seul. Mais c'est aussi infiniment moins bénéfique pour lui. Les enfants et les adultes voient le fait de s'habiller avec des yeux différents. Pour nous, une fermeture éclair n'est qu'une fermeture qui rend le fait de s'habiller plus facile. Dans une fermeture, un enfant voit tout autre chose. Pour lui, c'est une sorte de jouet. Une fermeture pour une maman, c'est quelque chose qui glisse facilement. Pour moi, c'est un petit chemin de fer qui parcourt tout l'univers. Une baignoire sert à nous laver. Mais pour un enfant, c'est surtout là qu'on peut jouer dans l'eau. Ainsi, nous devons nous armer de patience et lui donner le temps de faire les choses à sa façon. Permettre à un enfant d'agir par lui-même exige de nous que nous soyons bien décidés à ce qu'il grandisse. Quand j'entends une mère appeler régulièrement « bébé » son enfant de plus de 2 ans, je suis sûre qu'inconsciemment, elle ne veut pas que son enfant grandisse. Souvent, nous hésitons à laisser un enfant agir seul, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous ne souhaitons pas le voir changer. Et pourtant, nous pouvons apporter beaucoup à nos enfants si nous respectons leur désir instinctif de liberté et si nous leur laissons la possibilité de se développer. Traiter ses sentiments différemment de ses actes favorise chez un enfant l'édification d'un concept de soi positif. Voir chapitre 4. Se fier à la force toute-puissante d'une imitation inconsciente est un élément décisif dans la formation d'un concept de soi positif chez l'enfant. Les enfants sont des imitateurs extraordinaires et grâce à ce don, nous avons entre les mains un instrument éducatif efficace. Si nous comprenons ce concept, il nous sauvera de combats inutiles avec nos enfants. Si nous leur montrons les bonnes manières à table par notre propre exemple, ils nous imiteront quand ils seront assez grands. Pas à 2 ans ni 4 ans, mais plus tard. Si nous persévérons dans nos tentatives et n'abandonnons pas aux premiers signes de difficulté, nos enfants imiteront notre obstination. Si nous voulons qu'ils respectent les droits et les sentiments des autres, nous devons commencer par respecter les leurs. Le bon exemple est la meilleure forme d'enseignement que nous puissions leur donner. Lorsque nous grondons un enfant pour qu'il respecte les sentiments d'autrui, nous lui montrons par là même que nous ne respectons pas les siens. Or, nos actes ont une portée éducative bien plus grande que nos paroles. Un de mes malades, âgé de 16 ans, avait vu son père, au cours d'accès de colère épouvantables, lancer des bouteilles à travers la maison, frapper sa mère et l'assommer. Finalement, elle avait divorcé. Ce garçon répétait le même comportement vis-à-vis de sa mère et c'est ce qui me l'amena en psychothérapie. Quand il était furieux contre elle, il lui jetait des bouteilles au visage, lançait sa boisson par la fenêtre par frustration. Les enfants font ce qu'ils voient faire. Non seulement l'enfant imite inconsciemment le comportement de ses parents, mais il s'imprègne de l'atmosphère générale de sa maison, amicale et coopérante, hostile et opposante,
ou préoccupé des convenances. L'atmosphère du foyer est la toile de fond de tout ce que nous essayons d'enseigner par la discipline. Aussi appartient-il aux parents de veiller à cette ambiance ainsi qu'au modèle spécifique qu'ils fournissent. Tous les jours, nous apprenons à nos enfants quelque chose par le langage silencieux de notre propre comportement. Nous leur offrons des modèles qu'ils imitent inconsciemment. Le soutien affectif de ses parents aide un enfant à vaincre son sentiment d'inadaptation et à bâtir un solide concept de soi. Tous les enfants se sentent inadaptés à cause de leur taille et de leur manque d'expérience dans leur contact avec le monde. Beaucoup d'adultes minimisent ces deux facteurs et les sentiments qui en résultent. Les enfants sont petits, impuissants et bien inférieurs à leurs parents et aux autres adultes pour affronter le monde qui les entoure. Si vous êtes incrédule, tentez cette expérience. Marchez sur les genoux pendant un certain temps, voyez ce que vous ressentez devant ces géants du monde des adultes. Ce sentiment d'impuissance que vous éprouveriez correspond à ce que les enfants ressentent. C'est pourquoi ils ont besoin d'une aide affective et des encouragements de leurs parents afin d'apaiser ce sentiment d'inadaptation. Comme je l'ai montré précédemment, on peut offrir essentiellement cette aide à un enfant par la technique du reflet des sentiments et lui montrer que nous comprenons vraiment ce qu'il ressent. C'est le seul geste vraiment rassurant que nous puissions accomplir. Le fait même qu'un adulte lui montre qu'il comprend très bien son angoisse l'amène de façon assez surprenante à être rassuré. Malheureusement, beaucoup d'adultes imaginent l'enfance comme une époque insouciante. Nous avons donc tendance à minimiser l'importance de ce sentiment d'insécurité et de crainte. Nous avons tendance à considérer comme des problèmes de peu d'importance ce qui trouble nos enfants, comparé aux vrais problèmes auxquels nous nous heurtons dans la vie adulte. Un de mes petits malades de 6 ans résuma cela fort bien. Parlant d'un événement qui l'avait bouleversé et de son père qui lui avait dit qu'il n'y avait pas de quoi pleurer, il s'écria « Pour lui, c'était une petite chose, pour moi, c'en était une grande ». Quand un enfant est confronté à une tâche nouvelle qui entraîne un sentiment d'inadaptation, nous pouvons lui laisser entendre que nous le comprenons fort bien. Nous pouvons lui donner une aide affective en lui montrant que nous lui faisons confiance et que nous sommes son allié. L'important est de lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. Chaque fois qu'il a besoin de vous, il doit pouvoir solliciter votre aide. Ce problème de disponibilité ne doit pas être pris à la légère par les parents. Un père ou une mère peuvent être physiquement présents dans une maison, mais l'enfant peut très bien sentir qu'ils ne sont pas vraiment là au sens d'être disponibles s'il a besoin d'aide et de compréhension. Les parents peuvent offrir un appui affectif par des démonstrations tangibles de leur tendresse. Les enfants ne perdent jamais, en grandissant, ce besoin de marque d'amour. Une caresse, un baiser, un bras passé autour de l'épaule, être bordé dans son lit, sont des manifestations silencieuses, essentielles, par lesquelles on peut exprimer à un enfant qu'on est là et qu'on est à ses côtés chaque fois qu'il a besoin de nous. Les parents négligent souvent ces mots magiques chargés d'un lourd contenu affectif. « Je t'aime ». Ils se disent parfois « Je lui montre mon amour par mes actions. Pourquoi l'exprimerais-je avec des mots ?» Si c'est votre opinion, laissez-moi vous poser une question. Bien que l'attitude de votre mari vous assure de son amour, seriez-vous satisfaite de passer le reste de votre vie sans l'entendre dire qu'il vous aime? Sûrement pas. Vos enfants partagent votre sentiment. Ils ont besoin de vous l'entendre dire. Attention, il ne faut jamais essayer de manifester physiquement votre affection à votre enfant ou de lui dire « je t'aime » quand vous ne le ressentez pas très profondément. Ne vous livrez pas aux effusions uniquement parce que vous pensez que ce serait bon pour lui. Si vous le faites, votre enfant percevra ce manque de sincérité. Il sentira que vos mots ou vos gestes affectueux ne correspondent à aucun élan véritable. Cela le déroutera et le troublera, car il sentira qu'il reçoit de vous un message ambivalent. À l'aide de vos paroles et de vos gestes, vous lui dites que vous l'aimez, mais vos sentiments profonds disent le contraire. Si à un certain moment vous ne ressentez aucune affection spéciale pour lui, il vaut mieux ne rien dire et ne rien faire que de jouer la comédie. Si vous laissez votre enfant tirer lui-même la leçon des conséquences naturelles de ses actes, vous l'aiderez à forger un concept de soi solide. À suivre, à bientôt.